Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Analyse et perspectives des risques sécuritaires 2026. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous vous entendez très bien en mettant un petit pouce, s'il vous plaît? Parfait. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire et si jamais vous avez des soucis de connexion, vous pouvez vous connecter via votre téléphone via le numéro qui est indiqué dans le mail de confirmation. Béatrix, Alexandre et Michel, la parole est à vous. Merci Antoine. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre présence en nombre ce matin. Et en ce début d'année, nous sommes ravis de partager avec vous les enseignements principaux de notre rapport thématique dédié aux enjeux sécuritaires 2026. Il propose une analyse des dynamiques à surveiller et une lecture prospective des menaces majeures à anticiper pour l'année à venir, région par région. Donc, nous évoquerons ensemble l'Afrique subsaharienne, les Amériques, l'Asie-Pacifique, l'Europe et bien sûr le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Nous espérons que ces analyses vous aideront à mieux protéger vos collaborateurs et à renforcer la résilience de votre organisation face aux défis de 2026. Ce rapport vous parviendra demain par voie électronique. Alors, sans plus tarder, je propose que l'on commence avec l'Afrique subsaharienne. En 2026, l'environnement sécuritaire subsaharien devrait demeurer marqué par une combinaison persistante de tensions politiques, de pressions socio-économiques, de menaces sécuritaires, notamment terroristes, et on y reviendra. La dynamique dominante ne sera pas une dégradation sécuritaire homogène, mais bien une fragmentation des risques caractérisée par des foyers de tension localisés, parfois ponctuels, mais susceptibles de générer des disruptions rapides. Les zones de vigilance prioritaires resteront le Sahel, confronté à une insécurité chronique, l'Afrique centrale, où perdurent des conflits à forte complexité régionale, ainsi que plusieurs États jusqu'à aujourd'hui considérés comme relativement stables, on pense au Bénin, au Ghana, encore à la Tanzanie, désormais exposés à une érosion progressive de leurs équilibres politiques et sociaux. Et ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de transition politique fragile, de capacités étatiques et sécuritaires limitées et d'ingérence extérieure fragile, croissante, qui contribue à exposer plusieurs régions à une instabilité durable. Si l'Afrique doit connaître un nombre limité d'élections en 2026, le continent continuera néanmoins d'être marqué par un niveau élevé d'instabilité politique, alimenté par le rétrécissement progressif de l'espace politique, de la répression accrue des oppositions, de la multiplication des tentatives de déstabilisation en interne. Et l'année 2025 a confirmé une évolution de la nature du risque politique avec des dynamiques de contestation et de lutte de pouvoir qui relèvent de plus en plus de rivalités internes au sein des appareils sécuritaires ou de tentatives de coup d'État avortés plutôt que de renversements brutaux, comme on a pu connaître par le passé, mettant en lumière des fragilités persistantes au sein de nombreuses institutions étatiques. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la tentative de coup d'État déjouée au Bénin en décembre 2025 illustre cette vulnérabilité croissante et la contagion donc à des États, comme on le disait, historiquement jugés stables. Et c'est aussi le cas du Ghana, qui lui est fragilisé par des tensions économiques et sociales. L'élection présidentielle d'avril au Bénin est donc susceptible de cristalliser des tensions politiques et sociales, et notamment du fait, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve sur tout le continent, mais d'une jeunesse urbaine confrontée à la précarité économique et au sentiment de verrouillage du jeu politique. Dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, les tentatives récurrentes de déstabilisation interne, comme début janvier au Burkina Faso, traduisent ces rivalités persistantes au sein de régimes militaires et de leurs forces armées. Et plus largement, c'est la répression de l'opposition qui constitue un facteur structurant de l'instabilité politique en Afrique. On se souvient fin octobre, à l'occasion des élections présidentielles en Tanzanie, de la réponse sécuritaire d'une violence inédite qui ont contribué à marginaliser l'opposition, illustrer la radicalisation des méthodes de maintien de l'ordre, ce qui accroisse à l'horizon 2026 le risque de contestation politique et sociale, donc plus radicale et plus violente. Du côté de l'Afrique centrale,
c'est le Cameroun qui continuera de susciter une vigilance accrue, et ce notamment en raison de l'âge avancé du président Paul Biya, qui fêtera ses 93 ans au mois de février et qui, souvenez-vous, a été réélu en octobre dernier pour un 8e mandat. Et donc, cela combiné à l'absence apparente d'une succession réfléchie, planifiée, fait effectivement craindre pour la stabilité du Cameroun. À Madagascar, s'est formé un nouveau gouvernement en fin d'année dernière. À date, cela ne suffit pas à dissiper les frustrations sociales accumulées et l'incapacité des autorités à répondre aux attentes économiques, laissant planer là aussi un risque de résurgence de tensions en 2026. Et dans le prolongement des fragilités politiques, l'année 2026 devrait être marquée par une recrudescence donc des tensions sociales et des mouvements de contestation, à l'instar de ce que l'on évoquait, exacerbés par cette fracture économique générationnelle de plus en plus prégnante, ainsi qu'une défiance croissante envers les autorités. La hausse continue du coût de la vie, la dégradation des services publics, le chômage endémique des jeunes contribuent à un sentiment d'injustice sociale particulièrement présent dans les centres urbains, faisant des mobilisations contre la vie chère l'un des principaux vecteurs de contestation en 2026. Et puis, bien sûr, on a aussi la criminalité qui continuera en 2026 de constituer un facteur de déstabilisation majeur, non plus seulement sous forme de délinquance endémique, mais comme un élément structurant des tensions politiques, sociales, sécuritaires, locales, avec l'extension des trafics en tout genre, que ce soit armes, contrebande, stupéfiants, minerais, qui prospèrent sur la faiblesse des institutions, l'érosion du monopole étatique de la violence et la dégradation des conditions socio-économiques qui permet donc à ces réseaux criminels de s'insérer durablement dans des économies locales et fragilisées. Et puis, enfin, les conflits inter- et intra-étatiques continueront de constituer un facteur de risque en Afrique subsaharienne, en particulier dans la région des Grands Lacs, où l'imbrication des dynamiques locales, régionales et internationales limite toute perspective de stabilisation durable. En République démocratique du Congo, l'évolution du conflit qui oppose les forces armées congolaises au groupe armé, le M23, illustre cette fragilité persistante et en dépit d'initiatives diplomatiques, d'annonces répétées de cessez-le-feu, le M23 a poursuivi une stratégie de consolidation territoriale, matérialisée, souvenez-vous, en janvier dernier par la prise de Goma et de Bukavu, et puis plus récemment par la prise d'Uvira, donc ce qui renforce son emprise sur des zones et des axes stratégiques à l'est du pays. Et puis, je le disais, la menace terroriste restera l'un des principaux facteurs d'instabilité sécuritaire en Afrique. Cette menace demeure fortement concentrée au Sahel, qui s'impose comme l'épicentre opérationnel et stratégique des dynamiques djihadistes régionales. Et loin de reculer, les groupes armés sahéliens ont démontré une forte résilience et une capacité d'adaptation qui leur permettent de se maintenir, mais aussi de s'étendre, malgré les opérations militaires et les recompositions politiques. Et cette adaptation se traduit par une diversification des modes d'action, une extension donc progressive des zones d'opération. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, au Mali, a très bien illustré cette dynamique à travers la stratégie d'asphyxie économique, ciblant notamment les infrastructures énergétiques, et donc au Mali, et par la multiplication des incursions transfrontalières, notamment sur le nord du Bénin et sur le nord du Togo. Et parallèlement, les groupes affiliés à l'État islamique, en particulier autour du bassin du lac Tchad, poursuivent eux aussi une dynamique d'expansion. Et cette évolution s'accompagne d'un glissement progressif de la menace vers les États côtiers du golfe de Guinée, vers l'accès à la mer, et d'une adaptation donc des modes opératoires avec un recours croissant à la criminalité violente. Et c'est intéressant, et vous avez une carte à l'appui pour l'illustrer, c'est que les enlèvements font désormais partie intégrante de cette stratégie, ne relèvent plus d'une logique symbolique, mais constituent un vrai pilier central du financement et du contrôle territorial.
et au Mali. Donc, c'est le GSIM qui est le responsable de l'écrasante majorité des attaques et a fortement intensifié son recours au kidnapping. Au moins 22 ressortissants étrangers ont été enlevés au cours du second semestre 2025. Les Occidentaux restent exposés, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les cibles se sont diversifiées avec une augmentation notable d'enlèvements de ressortissants chinois, indiens, turcs, émiratis et même égyptiens. Et vous avez peut-être vu passer cette information, mais fin octobre, une rançon estimée à plus de 50 millions de dollars aurait été versée en échange de la libération d'un ressortissant émirien et de ses accompagnateurs. Donc voilà, c'est une tendance qui devrait se poursuivre en 2026 à mesure que les groupes armés étendent leur présence vers des zones plus peuplées et plus économiquement stratégiques. Michel, je te passe la parole. Merci Béatrix et bonjour à tous. Donc, nous allons parler des Amériques, c'est-à-dire donc l'Amérique du Nord, centrale et Amérique latine. Alors, l'un des principaux sujets de préoccupation traditionnels pour vous, mais aussi pour l'année à venir, encore plus, ce sera évidemment la problématique de la criminalité organisée. À cet égard, il y a 3 grands pôles géographiques qui permettent de distinguer un peu les grandes évolutions de ce type de menace à travers les Amériques. C'est d'abord évidemment le Mexique. Le Mexique, on observe, et tout au long de 2025, mais 2026 sera également l'occasion d'approfondir encore cette dynamique, une violence qui est très fluctuante et imprévisible. C'est-à-dire que des périodes d'accalmie succèdent à des périodes de flambée de violence très localisées en fonction de l'actualité locale, et bien souvent l'arrestation d'un dirigeant d'un cartel ou alors des opérations de police dans des régions contrôlées par ces cartels. Voilà, on est sur une criminalité, un risque qui est très imprévisible et qui s'étend à travers l'intégralité du territoire. D'autres, évidemment, certains sont plus touchés que d'autres. L'État de Sinaloa, en particulier, a fait l'objet de la plus grande expansion, la plus grande intensification des activités des cartels au cours de l'année 2025. Et elle devrait continuer à connaître une telle expansion au cours de l'année 2026. L'un de ces cartels en particulier, le cartel Jalisco Nueva Generación, se distingue en la matière et je suis sûr que nos amis hispanophones me pardonneront ce massacre linguistique et apprécieront mon accent espagnol pour l'occasion. Ce cartel s'est distingué par sa grande expansion au Mexique à travers des États qui étaient auparavant exogènes à ces activités et il devrait continuer en 2026 à s'étendre davantage en dehors de ses frontières traditionnelles. Ensuite, nous avons l'Amérique centrale. L'Amérique centrale se distingue par des organisations criminelles qui sont très structurées, mais qui sont en recomposition constante, notamment en fonction des politiques sécuritaires adoptées par les États locaux. Donc, on a l'exemple évidemment du Salvador, qui était auparavant l'État du monde qui connaissait le plus fort taux d'homicide du monde entier. Donc, on était en 2015 à 106 homicides intentionnels pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, en 2025, on était passé à 2 homicides. À titre de comparaison, le taux d'homicide intentionnel en France est de 1,26. Donc on est sur un taux finalement assez proche de celui de la France, là où auparavant, il était à 106. Aujourd'hui, les États qui se distinguent le plus en Amérique centrale sont notamment la Jamaïque, par exemple, mais aussi le Honduras, qui connaissent les plus forts taux d'homicide. Donc la carte que vous pouvez voir sur votre écran montre ces taux d'homicide à travers la région. Et enfin, le dernier pôle est celui qu'on appelle le cône sud, c'est-à-dire en gros la moitié méridionale de l'Amérique latine, qui est en fait la partie la plus traditionnellement épargnée par ce phénomène de criminalité organisée, mais qui connaît depuis quelques mois maintenant une intensification toute particulière des activités des groupes transnationaux, et notamment au Chili par exemple, où on a noté l'apparition en tout cas l'accroissement des activités de groupes vénézuéliens notamment, qui vont étendre leurs activités bien au-delà des frontières vénézuéliennes traditionnelles. Ensuite, merci beaucoup. Ensuite, nous allons parler évidemment d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui est celui de la Coupe du Monde de football 2026, qui aura lieu à travers plusieurs pays de l'Amérique du Nord. Donc,
Déjà, la date, on parle d'un événement qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, donc qui durera plus d'un mois. 3 pays accueilleront cette Coupe du Monde, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Alors, évidemment, cet événement va avoir un accroissement pratiquement mécanique des risques locaux, en particulier la criminalité et le terrorisme. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les grands centres qui hébergeront les événements sportifs, il y aura en fait une influence beaucoup plus forte et donc une activité potentielle pour les actes de petite délinquance qui sera beaucoup plus fort également. Il y aura beaucoup plus d'opportunités pour la petite délinquance à ces occasions-là, mais également pour les actes terroristes qui verront là une occasion à la fois de frapper des endroits bondés et donc à même de créer beaucoup plus de victimes, mais également d'avoir une couverture médiatique beaucoup plus forte qu'en temps normal. Alors, si le Canada et les États-Unis sont évalués par nos équipes comme étant soumis à un risque régional, un risque sécuritaire faible globalement, ce n'est pas le cas du Mexique. Pour autant, les 3 sites retenus pour l'instant pour les différents événements sportifs, donc Monterrey, Guadalajara et Mexico City, sont tous en risque modéré. Et les autorités mexicaines se sont engagées et ont déjà commencé à travailler dès maintenant de façon très intensive sur une sécurisation très accrue de civils et notamment des emprises sportives au moment de la Coupe du Monde. Un autre risque auquel on penserait moins, mais qui risque d'être fortement accru potentiellement pendant cet événement, c'est celui des troubles sociaux, notamment aux États-Unis. La présidence Trump s'est caractérisée par des prises de position et des décisions plus radicales qu'à l'accoutumée, notamment en matière de politique étrangère. On l'a vu avec le Venezuela, l'Ukraine, etc. Il y a un risque que l'activisme politique américain, qui s'est fortement accru sous la deuxième présidence Trump, continue de se montrer aussi intense, voire plus, dans les mois à venir, notamment en fonction des prochaines décisions que pourrait prendre l'administration américaine, notamment à l'égard, par exemple, du Venezuela, du Groenland, du canal de Panama, de la Colombie, de Cuba, qui sont autant de sujets qui actuellement bouillonnent un peu au sein de l'actualité et qui pourraient connaître des débouchés potentiels dans les mois à venir et donc peut-être pendant que la Coupe du Monde se produirait. Enfin, merci beaucoup. Enfin, nous allons aborder la problématique des élections, évidemment. Alors que nos clients fortement présents en Amérique latine se rassurent, il n'y a pas d'urgence immédiate pour eux au cours de ce premier trimestre, voire premier semestre. En revanche, les choses vont commencer un peu à se corser à partir de la seconde moitié de l'année. Donc tout d'abord, en avril déjà, avec le Pérou, des élections générales vont avoir lieu. Théoriquement, les élections devraient se passer dans un contexte bien plus sécurisé qu'à l'accoutumée. Pourquoi? Parce que le Pérou a fait l'objet de troubles sociaux très forts ces dernières années, notamment à partir de 2016, une crise politique très forte qui s'est installée dans le pays et qui a abouti en de nombreux troubles sociaux qui ont connu à certaines occasions des morts, mais également en la destitution de la présidente péruvienne en octobre dernier. Donc les élections vont se passer dans un contexte social et économique assez volatile. Ce n'est pas un pays qui est fondamentalement, dangereux d'un point de vue sécuritaire, mais dont les troubles sociaux peuvent connaître des échauffourées et un caractère violent assez rapide. Et donc, ce sera une élection à surveiller de près pour tous vos collaborateurs qui se trouveront sur place et des mesures adéquates, notamment, par exemple, le recours au télétravail ou autre, pourront être recommandées en fonction de l'évolution de la situation. Évidemment, au Brésil, donc on a des élections générales là aussi en octobre prochain. Ce sont des élections générales donc, qui vont surtout concerner la partie législative. Au niveau exécutif, ce n'est que le vice-président brésilien qui sera élu. Le risque pour autant, c'est que ces élections rouvrent un peu les plaies de l'élection de 2022 où un véritable schisme politique s'était produit entre les partisans de Bolsonaro et de Lula. Donc, traditionnellement, les troubles sociaux depuis la défaite de Bolsonaro ont eu tendance à se montrer potentiellement violentes. Donc là aussi, il faudra se montrer attentif pour vos collaborateurs sur place lors de l'échéance électorale. Et enfin, j'arrêterai là, on a évidemment les élections de mi-mandat, donc en novembre prochain pour les États-Unis, qui feront figure de test pour Donald Trump. Là aussi, on peut s'attendre à des troubles sociaux potentiels, aussi bien en soutien à Donald Trump qu'en opposition à ses politiques. Je laisse maintenant la parole
Merci Michel. Et on continue sur la thématique électorale, mais en changeant de continent, puisqu'on va désormais regarder la région Asie-Pacifique, qui connaîtra plusieurs élections, dont certaines à fort enjeu sécuritaire, dans un environnement, on le sait, déjà dégradé par des tensions géopolitiques accrues, des frustrations socio-économiques persistantes et une forte exposition aux catastrophes naturelles. Nous y reviendrons. Donc, dans ce contexte, ces scrutins sont susceptibles d'accentuer l'instabilité politique et d'initier de nouvelles manifestations portées par la Gen Z courant 2026. Et les violences pouvant accompagner ces mouvements font peser un risque significatif de perturbations sécuritaires et logistiques dans plusieurs capitales de la région. On commence avec le Népal. Souvenez-vous, en septembre dernier, le pays a été le théâtre de vastes manifestations de la Gen Z, violemment réprimées par les autorités népalaises, mais qui ont tout de même conduit à un changement de gouvernement, en l'occurrence à l'instauration d'un gouvernement intérimaire. Le pays se dirige maintenant vers des élections générales qui auront lieu le 5 mars. Ce scrutin se déroule dans un contexte politique toujours extrêmement tendu. La jeunesse reste mobilisée contre la corruption, la mauvaise gouvernance, et sa capacité de mobilisation rapide via les réseaux sociaux et décentralisée maintient le risque d'une nouvelle flambée de violence. Du côté du Bangladesh, des élections générales sont prévues, elles, pour mi-février. En 2025, l'interdiction de la Ligue Awami par le gouvernement intérimaire sur la base de la législation antiterroriste a créé un vide politique, ce qui a renforcé les factions islamistes conservatrices. Le risque de discrimination à l'encontre des minorités devrait donc augmenter à mesure que les anciens partisans de la haine s'organisent et que les partis islamistes se mobilisent en amont du scrutin. Et en parallèle, des troubles sociaux d'ampleur, portés encore une fois par la Gen Z, devraient se poursuivre et s'intensifier. Au Myanmar, des élections générales sont en cours. La troisième phase de ces élections est prévue le 25 janvier. Alors, ce sont des élections qui, étant donné la configuration politico-militaire, ne se tiennent pas sur l'ensemble du territoire. Elles ont très peu de chances de favoriser un retour à la stabilité ou l'émergence d'un gouvernement légitime. Depuis le coup d'État militaire de 2021, la junte peine à maintenir un contrôle effectif du territoire, tandis que la guerre civile, elle, s'intensifie. Du côté de l'Indonésie, alors pas d'élection prévue en tant que telle, mais un embrasement des manifestations Gen Z liées à la contestation des privilèges parlementaires et de la corruption ont conduit le président indonésien à remanier son cabinet, à engager de larges réformes et ainsi les organisations étudiantes ont fixé au 31 août 2026 une échéance pour la mise en œuvre de réformes institutionnelles clés, ce qui peut aussi renforcer le risque d'un nouveau cycle de contestation si ces réformes ne sont pas jugées satisfaisantes. En Thaïlande, les élections générales sont prévues pour le 8 février. Elles mettront à l'épreuve des partis traditionnellement dominants et la montée du nationalisme, la fragmentation des coalitions devrait retarder la formation d'un gouvernement. Et donc, c'est dans ce contexte que l'apparition de manifestations pro-démocratie, semblables à celles qu'a connues le pays en 2020, sont probables. Maintenant, une autre thématique très importante dans la région, ce sont les conflits interétatiques. La confrontation indo-pakistanaise devrait se prolonger en 2026, rythmée par des échanges de tirs et des infiltrations armées le long de la ligne de contrôle au Cachemire. Vous avez en tête probablement l'escalade des tensions de 2025 entre New Delhi et Islamabad. New Delhi a durci sa doctrine sécuritaire, assimilant les attaques terroristes pakistanaises à des actes de guerre, ouvrant la voie à des représailles militaires et ciblées, y compris en dehors du Cachemire. Et donc, si la dissuasion nucléaire limite le risque de conflits majeurs, les menaces d'incidents militaires localisés, de sabotage, de cyberattaques demeurent élevées. L'Inde connaîtra des élections régionales au premier semestre 2026 qui peuvent tout à fait constituer un facteur de volatilité supplémentaire, accentuant la rhétorique nationaliste et sécuritaire du BJP et réduisant les manœuvres de désescalade.
Au niveau de la frontière afghano-pakistanaise et en particulier le long de la ligne Durand dans les provinces du Capet et du Baloutchistan, c'est précisément cette zone qui s'imposera comme un foyer majeur d'instabilité en 2026. Les attaques du TTP menées depuis le territoire afghan devraient se poursuivre, voire s'intensifier, entraînant une multiplication des affrontements transfrontaliers et des frappes ciblées. L'échec des négociations entre Islamabad et les talibans afghans accroît le risque de militarisation durable de la frontière, d'actions de représailles et d'une extension des attaques vers les centres urbains pakistanais, comme on a pu le voir, et sans perspective de désescalade à court terme. Enfin, en Asie du Sud-Est, la dispute transfrontalière entre la Thaïlande et le Cambodge constitue également un foyer de tension majeur à l'horizon 2026. La reprise et l'intensification des hostilités en décembre ont entraîné une détérioration brutale de la situation sécuritaire. L'usage ponctuel de frappes aériennes, d'armes lourdes, parfois au-delà des zones de confrontation immédiate, a provoqué le déplacement d'environ 700 000 personnes. Et bien que les deux parties se soient entendues pour mettre fin aux hostilités en toute fin décembre 2025, l'absence de règlement sur la démarcation frontalière et de retrait significatif des forces fragilise la pérennité du cessez-le-feu. À l'approche des élections générales en Thaïlande, le risque d'affrontements localisés mais récurrents demeure, avec des impacts persistants sur les populations civiles. Et enfin, les tensions régionales s'intensifient considérablement entre la Chine et ses voisins, carte à l'appui, donc ses voisins dont le Japon, les Philippines, autour des zones maritimes disputées de la mer de Chine méridionale. Pékin renforce sa stratégie d'intimidation dans le détroit de Taïwan, combinant incursions aériennes répétées dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise, manœuvres navales à haute intensité et interceptions rapprochées de navires étrangers. Donc, à court terme, un conflit ouvert avec Taipei demeure peu probable, mais le risque d'incident maritime ou aérien majeur ne peut être exclu. Enfin, on en parlait en introduction, les catastrophes naturelles sont en nette aggravation. 2025 l'a confirmé avec une fréquence et une ampleur des catastrophes naturelles en Asie-Pacifique qui continuent de progresser. 2026 s'inscrira dans cette dynamique avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui auront des impacts directs sur la sécurité des collaborateurs dans une région qui concentre déjà plus de la moitié des catastrophes recensées à l'échelle mondiale. La hausse des températures intensifie les phénomènes extrêmes, vagues de chaleur, tempêtes, cyclones, inondations. Le bilan humain s'alourdit dans des régions déjà structurellement vulnérables, marquées par une forte densité démographique et des fragilités socio-économiques accrues. Et donc, ces catastrophes naturelles sont aussi susceptibles d'agir comme catalyseurs de nouveaux troubles sociaux, transformant le sentiment d'injustice ou de défaillance de l'État en foyer de mobilisation, porté, là encore, par la Gen Z. Alexandre, je te passe la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, pour ce qui est du vieux continent, on peut effectivement constater que l'Europe se trouve dans une phase de, je dirais, de turbulence. Alors non pas que l'environnement sécuritaire se soit particulièrement dégradé en 2025, ou du moins de prime abord, force est de constater en revanche que le vieux continent aborde cette nouvelle année dans un contexte qui est marqué par une combinaison de risques à la fois militaires, politiques, criminels, mais également de menaces hybrides. Et on peut donc en fait en conclure qu'au-delà des crises ponctuelles, c'est finalement la durabilité et la simultanéité de ces menaces qui va constituer finalement le principal facteur de déstabilisation ou d'instabilité sur le continent. Alors, suffisamment rare pour être souligné, cette année, nous n'abordons pas en détail le sujet de la menace terroriste en Europe. Naturellement, c'est un risque qui est toujours persistant sur le continent. Cela dit, il n'a pas connu et ne devrait pas connaître en 2026 de transformation majeure.
En revanche, la criminalité, et plus particulièrement la criminalité organisée, pour sa part, connaît une mutation d'une part rapide et d'autre part particulièrement profonde. Alors c'est une mutation qui est due évidemment à l'essor des technologies, qui certes n'est pas nouveau, mais qui est depuis quelque temps en nette accélération. Cet essor technologique il va avoir deux implications principales. La première concernant les domaines de criminalité qu'on va considérer comme étant traditionnels, c'est-à-dire le trafic de drogue, le trafic d'armes ou d'êtres humains. Et en fait, ces domaines de criminalité traditionnels vont connaître une expansion dans le domaine numérique qui est assez notable, notamment en termes de communication, de recrutement, mais également de vente avec l'utilisation croissante des crypto-monnaies. Et la seconde conséquence, nécessairement, c'est une explosion déjà constatée, mais qui devrait se poursuivre en 2026, de la cybercriminalité et des fraudes en ligne. Donc, vous l'aurez deviné par essor technologique, on comprend notamment l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et évidemment, ces réseaux criminels parviennent à prendre ce pli technologique avec beaucoup d'habileté dans la mesure où il s'agit effectivement non pas de simples associations de délinquants, comme vous le savez, mais de réseaux transnationaux, bénéficiant d'ailleurs très souvent d'alliances internationales outre-Atlantique, et donc des réseaux transnationaux structurés et résilients qui parviennent constamment à exploiter finalement les faiblesses juridiques et économiques des systèmes européens qu'ils maîtrisent particulièrement bien. D'un point de vue sécurité physique, cette transformation et cette augmentation du crime organisé en Europe, elle a une conséquence sécuritaire, notamment de par l'essor du trafic de drogue, dans la mesure où on a noté effectivement en 2025, et c'est une tendance qui devrait se poursuivre en 2026, une augmentation de la violence liée à ces trafics dans les grands centres urbains européens, ce qui devrait constituer effectivement un enjeu majeur pour les autorités européennes. Sans transition aucune concernant un autre risque physique pour le personnel européen. En l'occurrence, il s'agit d'un risque militaire avec le conflit en Ukraine. Alors, à quoi s'attendre pour le conflit ukrainien qui rentre dans sa quatrième année? En l'occurrence, on n'attend pas a priori de résolution rapide, évidemment, de ce conflit. Ce qui est d'autant plus dramatique que l'année 2025 fut marquée finalement par une intensification des frappes russes en Ukraine, non seulement évidemment sur les infrastructures stratégiques et énergétiques comme d'accoutumé, mais cela a eu également comme conséquence d'entraîner un nombre de victimes civiles sensiblement plus élevé qu'en 2024. Et cette intensification, finalement, elle a lieu dans un contexte, d'une part, de stagnation des lignes de front, qui témoignent finalement de l'enlisement du conflit, et d'autre part, dans un contexte d'initiative diplomatique qu'on pourrait qualifier de peu concluante. Et donc, en l'occurrence, une issue à ce conflit sur le premier semestre 2026 n'apparaît pas effectivement en l'état comme étant le scénario le plus probable, dans la mesure où à la fois Moscou et Kiev campent sur leur position majeure. Cela étant dit, la possibilité d'un cessez-le-feu dans la seconde partie de l'année 2026 ou un peu plus tard dans l'année n'est pas totalement à exclure. On considère effectivement que les pressions internationales et plus particulièrement la pression américaine sur Kiev pourrait s'accroître en 2026. Elle était déjà assez présente en 2025. Je pense que tout le monde se souvient de ce fameux passage dans le bureau ovale. Néanmoins, elle devrait se faire un peu plus pressante en 2026, notamment pour pousser Kiev à accepter un compromis potentiellement défavorable. Et alors, en l'occurrence, la réalisation d'un tel scénario aurait nécessairement des conséquences, d'une part en Ukraine, avec un risque élevé de tensions sociales et de politique interne, mais également à l'échelle européenne, avec finalement une instabilité prolongée sur son flanc Est. Alors, puisqu'on parle d'instabilité, je vais passer à la seconde thématique, qui est l'instabilité sociopolitique, je dirais, du continent européen. On a une année 2026, effectivement, qui sera marquée par un certain nombre de scrutins. Alors, de prime abord, il n'y a pas de scrutin majeur tel que dans le couple franco-allemand. Toutefois, on peut noter que certaines
élections revêtent tout de même un intérêt stratégique majeur, notamment à l'échelle communautaire. On pense par exemple aux élections législatives en Hongrie, qui pourront voir la chute de Viktor Orban après près de 15 ans à la tête de son pays, et également d'autres scrutins qui vont mettre en lumière des foyers de tensions localisés. On peut penser ici par exemple à la Bosnie-Herzégovine, qui fait face à des tensions interethniques et même séparatistes à certains égards assez puissantes, ou encore par exemple à la Bulgarie, qui devra organiser des élections législatives et présidentielles en fin d'année, dans un contexte de mobilisation populaire particulièrement importante, qui a d'ailleurs abouti à la démission du gouvernement en décembre dernier. Très rapidement, il nous faut également mentionner des scrutins plus incertains. On pense à la Serbie qui pourrait être amenée à organiser des élections législatives anticipées également sur fond de contestation populaire importante. Et enfin, quid de l'Ukraine? L'Ukraine accueillera-t-elle des élections en 2026? Alors c'est peu probable tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu adopté dans le pays, compte tenu du maintien de la loi martiale et de l'impossibilité d'organiser des élections en toute sécurité. Plus largement, ce qu'il est important de préciser dans l'ensemble de ces élections, pour l'ensemble de ces élections, c'est qu'elles se dérouleront globalement dans un contexte de polarisation accrue des opinions publiques et de progression des partis populistes sur fond de défiance finalement grandissante des institutions. Et en réalité, ces vulnérabilités que l'on trouve dans l'ensemble de l'espace européen, elles se voient d'autant plus appuyées qu'on constate évidemment une menace croissante de désinformation. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau, on l'a déjà pu observer dans le cadre d'élections en Roumanie, en Moldavie, en Géorgie. On considère toutefois que cette menace de désinformation, en provenance particulièrement de la Russie, devrait se faire croissante en 2026 via des campagnes plus ciblées et technologiquement plus sophistiquées, visant à exploiter justement ces faiblesses. Et c'est une transition toute trouvée vers le dernier point qu'on souhaitait aborder. Finalement, ces actions de désinformation, elles ont lieu dans un contexte plus large de guerre hybride qui est aujourd'hui ouvertement reconnu par l'ensemble de la communauté européenne et plus largement. Et donc, on voit qu'outre les difficultés internes, le vieux continent fait face à un certain nombre de pressions extérieures. Alors, d'une part, dû à l'imprévisibilité de son allié américain, mais aussi beaucoup de par cette guerre hybride menée par le grand voisin russe, guerre hybride qui devrait donc s'intensifier en 2026, poussant de facto l'Europe dans une logique de confrontation. Alors, pourquoi intensification de cette guerre hybride? Eh bien, en fait, tout simplement, au second semestre 2025, on a pu observer déjà une impulsion de cette augmentation avec un nombre grandissant d'incursions aériennes qui ont été reportées sur le territoire européen, mais également des actes de sabotage à la fois terrestres contre des infrastructures ferroviaires, par exemple, mais également maritimes sur des infrastructures stratégiques telles que les câbles sous-marins, sans compter évidemment sur un nombre grandissant d'une part de cyberattaques visant principalement les infrastructures étatiques, mais également, on le mentionnait plus tôt, une multiplication des opérations de désinformation. Alors naturellement, ces actions, elles visent plus à affaiblir la cohésion européenne et transatlantique, à retarder finalement les prises de décision et à créer une forme de flou stratégique, sans pour autant entraîner une confrontation militaire directe entre la Russie et les membres de l'Union européenne et plus largement de l'OTAN. Le but étant évidemment de rester en dessous du seuil d'activation de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Pour autant, on voit également dans la poursuite de ces opérations un risque grandissant, tout simplement parce que l'Union européenne et plus largement l'OTAN devraient adopter en 2026, et c'est là un petit changement, une posture un petit peu plus ferme à l'égard de ces phénomènes, ou du moins c'est ce qu'on anticipe. Alors il y a déjà plusieurs opérations, notamment de l'OTAN, qui ont été menées plus tôt dans l'année. On pense notamment à l'opération Eastern Sentry, qui a été lancée à la suite de l'activation de l'article 4, faisant suite justement aux incursions observées au mois de septembre dernier. Opération Eastern Sentry qui a d'ailleurs permis
une interception rapide des avions russes observés dans l'espace aérien estonien à l'automne. Et pour le coup, en dehors de l'OTAN, compte tenu de l'incertitude effectivement de l'entente américaine et européenne, la Commission européenne, l'Union européenne elle-même à son échelle, a démontré une volonté de renforcer sa posture via un certain nombre de projets. Alors, sans entrer trop dans le détail, globalement, ces projets, évidemment, s'articulent autour d'un renforcement de la défense antiaérienne, notamment sur le flanc Est, de projets de lutte anti-drone et d'une augmentation significative des budgets de défense des États membres, comme on peut le voir à travers certaines initiatives de la Commission, notamment ReArm Europe, rebaptisé Readiness 2030, observé un peu plus tôt. La problématique étant évidemment que ce renforcement de la posture européenne, et je conclurai là-dessus, ne va pas nécessairement faire faiblir le risque. En réalité, c'est peut-être même l'inverse qui risque de se produire. D'une part, parce qu'il est peu probable que cela ait un impact sur la volonté russe de poursuivre ses opérations de désinformation. On est en droit de penser que même en cas de cessez-le-feu identifié en Ukraine, ces opérations de déstabilisation vont se maintenir dans le cadre d'une stratégie plus long terme du Kremlin d'affaiblir l'espace européen et occidental de façon plus large. Et en réalité, ce renforcement et cette multiplication des opérations d'interception européennes va finalement aboutir à un nombre grandissant de confrontations entre ces forces occidentales et russes qui font donc peser nécessairement un risque résiduel mais néanmoins présent d'accidents involontaires qui pourraient avoir des conséquences diplomatiques, voire militaires, assez dramatiques, sans oublier que même en l'absence de réalisation d'un tel scénario, qui serait bien entendu le scénario du pire, il ne faut pas oublier que les actes de sabotage, notamment des infrastructures de transport ou encore de brouillage GPS, par exemple, sur les avions, comportent un risque, certes faible, mais néanmoins existant, d'accidents susceptibles d'entraîner des victimes, le décès de victimes en fait, civiles dans l'espace européen, ce qui là encore serait susceptible d'avoir des implications diplomatiques et potentiellement militaires assez conséquentes. Et je vais maintenant laisser la parole à Michel sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Eh bien alors, parlons du Moyen-Orient. Donc, je le ferai assez rapidement pour laisser le temps ensuite à vos questions. Mais donc, parlons de ce Moyen-Orient qui ne devrait pas manquer de nous occuper durant l'année 2026 pour le meilleur comme pour le pire. Et rassurez-vous, je ne devrais pas prononcer de mots en espagnol dans cette partie. Donc, les élections, évidemment, seront un sujet sensible de l'année 2026. Primo, le Liban. Le Liban, donc j'ai mis un titre assez gratuit qui est l'incertitude le plus grand parti politique libanais. Pourquoi l'incertitude? Parce que incertitude déjà sur la date de l'élection. Elle est prévue théoriquement en mai 2026. Il s'agira d'élections législatives, parlementaires. Les députés, en fait, les figures politiques libanaises elles-mêmes n'excluent pas de reporter à nouveau les élections législatives. Et donc, pour le moment, la date de mai reste retenue car la classe politique veut trouver un accord, mais peu y croit réellement. Incertitude également sur les candidats. Les candidats ont été relativement peu nombreux à se déclarer pour l'instant. Certains partis eux-mêmes ont appelé à boycotter les élections. Donc, la mosaïque politique qui sera présente le jour J est pour le moment relativement abstraite. Incertitude évidemment aussi sur le contexte social, politique, évidemment géopolitique, que connaîtra le Liban au moment des élections, puisque le Liban fait face actuellement à une crise, une véritable paralysie économique et politique qui dure depuis maintenant plusieurs années, mais qui s'est encore accrue à l'aune des affrontements entre Israël et le mouvement paramilitaire chiite, le Hezbollah. Le Hezbollah qui donc est sorti très affaibli politiquement, militairement, même économiquement de ses passes d'armes avec Israël, mais qui reste néanmoins un acteur politique majeur au Liban. Donc l'élection reste pour le moment extrêmement abstraite et encore plus l'issue qu'elle pourrait connaître. Israël va également connaître des élections parlementaires. Ce sont les premières organisées depuis l'attaque du Hamas en octobre 2023. Elles seront également très sensibles puisque cette guerre a profondément fragmenté la classe politique israélienne, pour ne pas dire d'ailleurs la radicaliser à bien des égards. La primature israélienne a fait l'objet d'énormément de manifestations contre sa
sa façon de gérer le conflit. Un grand nombre d'Israéliens notamment attribuent au jusqu'au boutisme militaire israélien l'échec à libérer davantage d'otages vivants de la bande de Gaza. Donc ces élections vont être très sensibles. Benjamin Netanyahou devrait à nouveau s'allier à l'ultra-droite israélienne, qui devrait également encore davantage polariser la classe politique israélienne. Donc, d'ici octobre, beaucoup de choses peuvent et vont se passer. Et donc, il s'agira de rester évidemment très attentif à l'actualité et on ne manquera pas, nous, de vous avertir à cet égard. En Afrique du Nord, 2 élections à prendre en compte. Les élections en Libye, qui là encore comme le Liban restent extrêmement incertaines. Officiellement, elles auront lieu en avril. Ça fait maintenant de nombreuses reprises qu'elles devraient avoir lieu officiellement à un moment de l'histoire qui est éternellement reporté. Le dossier libyen est extrêmement complexe et je ne compte pas vous assommer avec ça aujourd'hui. Sachez néanmoins qu'il est assez complexe pour que 5 envoyés spéciaux des Nations Unies pour la Libye aient démissionné de leur poste de façon prématurée, l'un pour des raisons de santé, littéralement, tant la situation est complexe. Si jamais ces élections venaient à voir le jour, elles s'inscriraient dans un contexte social, et militaire et géopolitique extrêmement complexe, qui ne manquerait pas d'accroître très fortement les risques sécuritaires sur place, aussi bien de criminalité, mais surtout en fait d'actions armées, terroristes ou étatiques, en tout cas para-étatiques. Et enfin, nous avons le Maroc, en septembre prochain, qui va organiser des élections parlementaires. En tant que tel, nous n'avons pas d'inquiétude majeure. Le royaume chérifien reste un pays très stable. Et même les troubles sociaux de la fin d'année dernière, en réalité, ont été gérés de façon extrêmement professionnelle par les forces de sécurité marocaines. Les morts qu'il y a pu y avoir se sont passées dans un contexte très particulier et qui en fait était relativement, comment dirais-je, extérieur, relativement étranger aux troubles sociaux, aux manifestations, à l'objet des manifestations elles-mêmes. Néanmoins, ces élections pourront se montrer déterminantes pour le royaume à bien des égards, et notamment en fait dans les potentielles manifestations que les Marocains pourraient organiser lors des élections. Elle ne serait pas nature pour nous à revoir de façon significative notre évaluation du risque sur place. Néanmoins, il s'agira de rester évidemment très attentif à l'actualité. Là encore, ça va aller en septembre. Beaucoup de choses pourront se passer d'ici là et on vous informera de tout cela en temps voulu. Ensuite, il y a évidemment les problématiques sécuritaires du Moyen-Orient. Ce sont celles qui nous préoccupent le plus naturellement. Quand je dis nous, c'est aussi bien nous, International SOS, que vous, nos clients qui souhaitent poursuivre leurs activités et qui sont en permanence entravés par de nouveaux conflits ou des nouvelles évolutions des conflits. 2026 ne devrait pas échapper à la règle. Donc, déjà, le principal point d'attention, c'est évidemment la guerre d'Israël contre ses voisins régionaux. Donc, quand je parle de voisins régionaux, je parle du Hezbollah au Liban, évidemment le Hamas dans la bande de Gaza et les territoires palestiniens, de manière générale. Évidemment aussi la Syrie. Rappelons qu'Israël a mené de nombreuses frappes, notamment au cours de l'été dernier, en Syrie, afin officiellement de venir en aide aux populations druzes qui, à ce moment-là, faisaient l'objet d'une offensive des forces de sécurité syriennes flanquées de milices bédouines. Je parle aussi évidemment de l'Iran. L'Iran qui, comme vous le savez, fait actuellement face à des troubles sociaux de très grande ampleur. Les autorités accusent naturellement les États-Unis et Israël d'attiser cette gronde sociale pour la pousser à la révolution. Israël, évidemment, se tient à affirmer se tenir prêt à mener des frappes si nécessaire. Les États-Unis aussi. On parle également du Yémen, évidemment. Les États-Unis ont, en milieu d'année dernière, conclu une trêve avec les Houthis qui tient parfaitement. En revanche, Israël n'a pas voulu signer cette trêve et les tirs de missiles ou de drones restent assez réguliers, de plus en plus rares, mais quand même assez réguliers pour être soulignés. Et évidemment, il y a des conflits larvés qui n'en finissent pas. Donc là, je parle à nouveau du Yémen. Le Yémen, où, comme certains d'entre vous ont pu le voir en fin d'année dernière, a connu une nouvelle évolution, là où le conflit semblait, à défaut déstabilisé, en tout cas assez embourbé. Cette fois-ci, un groupe indépendantiste a lancé une grande offensive qui a permis de se saisir de vastes pans du territoire yéménite. Finalement, des frappes saoudiennes, les premières depuis plus de 2 ans, voire 3 ans, ont permis de contenir cette nouvelle offensive. Et finalement, le chef de ce mouvement indépendantiste est parti en exil. Donc,
loin de nous l'idée de parler d'une stabilisation de la situation ou d'un retour au calme, mais en tout cas, cet événement montre à quel point la situation reste encore très volatile. Et la volatilité, la Syrie la connaît très bien aussi, puisque pas plus tard qu'il y a encore 2 jours, les affrontements faisaient rage à Alep, donc dans le nord du pays, entre les forces kurdes, donc les forces démocratiques syriennes, et les forces de sécurité syriennes. Finalement, les forces kurdes se sont retirées des quartiers nord d'Alep qu'elles possédaient, mais en fait, cet événement rappelle le fait que la Syrie, malgré la chute du régime de Bachar al-Assad, reste encore profondément fragmentée, notamment parce que les forces démocratiques syriennes possèdent et contrôlent encore le tiers oriental du pays, donc tout ce qui est à l'est de l'Euphrate notamment. Et les Kurdes refusent pour l'instant d'intégrer les nouvelles forces de sécurité, les nouvelles institutions syriennes. Et c'est donc un objet croissant de tensions entre Damas et les Kurdes, mais aussi évidemment entre la Turquie et les Kurdes. La Turquie qui soutient fortement Damas et qui prononce des discours aux accents de plus en plus belliqueux à l'encontre des Kurdes au fur et à mesure que les négociations s'embourbent. Et évidemment, ce sera la grande finale, Daesh, l'État islamique, continue de se montrer encore très actif en Syrie et en Irak. En Syrie, il bénéficie de l'instabilité sécuritaire locale et notamment du retrait des forces américaines. En décembre dernier encore, Daesh a réussi à tuer 3 Américains qui étaient en visite à Palmyre. Daesh avait réussi à s'infiltrer dans les rangs des forces de sécurité syriennes qui étaient amenées à escorter ces 3 Américains. Donc cet événement montre bien à quel point l'État islamique reste encore très audacieux, très actif et a encore des capacités très réelles de nuisance, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Et j'en ai fini pour la partie moyenne-orientale, Afrique du Nord. Place à vos questions. Et d'abord, je vais me permettre de présenter un propos conclusif que je ferai bref, compte tenu du temps qu'il nous reste. Globalement, l'idée ici, c'est qu'à travers ce rapport, on a pu effectivement identifier quelques tendances sécuritaires clés qui sont transverses et qui seront à surveiller effectivement en 2026. Alors tout d'abord, je vais aborder le sujet du risque sociopolitique, notamment avec la montée en puissance de manifestations et de mobilisations massives poussées notamment par les mouvements de la Gen Z. Alors, on en a parlé, il y a eu le Népal, il y a eu le Maroc, Madagascar, la Bulgarie également en Europe. Sont des mouvements de protestation qui se sont multipliés, qui ont marqué une vague de mobilisation assez inédite pour certains pays qui ne sont pas habitués à être confrontés à des mobilisations d'une telle ampleur. Globalement, on arrive à identifier des points communs sur les pays qui ont été affectés par ces problématiques. Alors tout d'abord, effectivement, il y a une profonde frustration face à la mauvaise gouvernance et aux inégalités structurelles, le tout étant naturellement amplifié en fait, par une génération hyper connectée et experte en mobilisation numérique, raison pour laquelle les principaux points d'intention en 2026 se porteront sur les pays ayant une forte pression démographique liée à la jeunesse, et donc les regards se tournent naturellement vers les continents africains et asiatiques. La problématique de ces mouvements qui devraient se maintenir et se multiplier en 2026, c'est qu'évidemment, ils n'ont pas nécessairement de leadership clair, ils ont tendance à émerger spontanément, ce qui fait qu'au-delà même des perturbations immédiates, on est en droit de s'attendre à une instabilité un peu plus large avec des implications sérieuses à moyen et long terme pour la gouvernance et la cohésion sociale. Rappelons que plusieurs de ces mouvements ont effectivement abouti à la chute de leurs gouvernements locaux. Le second point, tendance sécuritaire clé à observer et surveiller en 2026, ce sont les conflits armés qui se multiplient et en fait le recours à la force par les États, ce qui marque un tournant assez décisif dans le paradigme sécuritaire mondial. Évidemment, c'était une tendance qui avait déjà été un petit peu observée avec l'offensive russe en Ukraine, qui avait également été observée avec les campagnes régionales d'Israël, renforcée en 2025 avec les conflits notamment en Asie, on pense à la Thaïlande, au Cambodge, à l'Inde et au Pakistan, et démontrée encore très récemment par l'opération militaire américaine au Venezuela. Globalement, on peut s'attendre à ce qu'en 2026, les États aient recours à la force plus ouvertement et que la guerre conventionnelle ne constitue finalement aujourd'hui plus le dernier recours dans la résolution des différends internationaux.
Et donc à cela, on peut avoir un risque d'embrasement ou de résurgence de conflits latents qui pourraient se rallumer. On pense à l'Éthiopie et à l'Érythrée. On pense effectivement à l'Inde et au Pakistan où ça devrait se poursuivre comme Béatrix l'a mentionné. On regarde avec beaucoup d'attention la militarisation du détroit de Taïwan et globalement, ce changement de paradigme implique nécessairement des transformations structurelles pour des pays qui se pensaient finalement jusqu'à présent à l'abri de conflits de grande ampleur. Et en l'occurrence, non, je ne me risquerai pas aujourd'hui à fournir une évaluation de la crédibilité d'une offensive américaine au Groenland. Ça viendra peut-être plus tard dans l'année. Troisième point, et pas des moindres, un bouleversement technologique. On en parlait un petit peu à travers différents sujets. Globalement, l'intelligence artificielle et les systèmes numériques sont à la fois des leviers essentiels, mais également des sources de risques pour la sécurité mondiale. Naturellement, l'intelligence artificielle se voit au cœur de l'innovation militaire et il serait naïf que de penser que les guerres du futur n'en dépendront pas. Toutefois, on peut également rappeler en termes de risque que l'IA amplifie également les opérations évidemment de désinformation et la guerre cognitive, influençant de manière assez inédite l'opinion publique. Et enfin, effectivement, les cyberattaques devraient augmenter à la fois en fréquence et en sophistication. Donc, globalement, il faut effectivement garder à l'esprit que dans l'ensemble, l'intelligence artificielle sera un facteur déterminant des conflits géopolitiques en 2026, venant alors redéfinir finalement la guerre informationnelle, la souveraineté technologique et également la sécurité nationale, régionale, voire même mondiale à bien des égards. Et enfin, je terminerai là-dessus. Dernier risque, on vous en parle depuis maintenant plusieurs années, donc il n'est plus nouveau, mais il devrait toujours constituer une tendance sécuritaire notable en 2026, l'intensification des risques climatiques, avec notamment une aggravation des tempêtes tropicales et des cyclones auxquels on peut s'attendre en 2026, mais également des sécheresses, des vagues de chaleur et des inondations qui auront très probablement des conséquences importantes sur l'insécurité alimentaire mondiale, mais également hydraulique, ce qui pourrait alors alimenter effectivement, comme vous en doutez, un certain nombre de conflits et entraîner d'importants mouvements de population, à la fois en interne et à des échelles régionales susceptibles d'appuyer des tensions, un certain nombre de tensions. Voilà, ce sont donc les tendances sécuritaires que nous envisageons pour l'année à venir. Il nous reste effectivement un tout petit peu de temps pour répondre à une ou deux questions. Et on va donc regarder ce que nous avons. Alors, je vois une première question fort intéressante. L'Afrique subsaharienne a connu ces dernières années la présence du groupe russe Wagner. Après sa dissolution, la donne a changé, mais les mercenaires russes restent omniprésents. Avez-vous une visibilité sur leur présence et activité? Alors, ça serait évidemment beaucoup trop succinct de vous répondre en si peu de temps, donc contactez-nous et on pourra répondre de façon plus dense et surtout avec des cartes, parce que en l'occurrence, il y a des cartes sont nécessaires pour bien voir cette zone d'activité. Oui, on a une visibilité sur la présence et l'activité, tout à fait. Alors, en tant que tel, le groupe, en 30 secondes, le groupe russe Wagner a été effectivement dissous. En fait, on va dire il a été juste recomposé. C'est-à-dire que le ministère de la Défense russe l'a pris sous son égide. En gros, l'a rebaptisé en Légion Wagner. Mais dans les faits, beaucoup des cadres restent les mêmes, les façons de fonctionner restent les mêmes. Mais voilà. Et en fait, le groupe Wagner reste encore actif, notamment au Mali et en Centrafrique. En revanche, dans les autres pays d'Afrique, il a pris la forme de l'Africa Corps, le corps africain. Et là encore, en fait, on observe exactement les mêmes dynamiques et façons de fonctionner. Et donc, oui, tout à fait, le groupe Wagner, ou en tout cas ses incarnations actuelles, sont tout à fait encore actives et on a une visibilité dessus qui est très pointue, notamment parce que beaucoup de think tanks travaillent dessus et continuent de suivre les activités du groupe paramilitaire russe. Ensuite, une autre question. Que penser des tensions Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis? Persisteront-elles? Y a-t-il des risques d'escalade? Alors, que penser des tensions? Alors, on est avant tout sur les tensions en fait, de deux puissances montantes, deux rivaux régionaux. Il y a de ça encore 10-15 ans, les Émirats Arabes Unis évoluaient dans l'ombre de l'Arabie Saoudite au fur et à mesure, grâce à des très bons choix de politique
de tout type émirien et d'assez mauvais choix saoudiens, les Émirats arabes unis ont réussi à fortement grandir en influence au Moyen-Orient, au point en fait de se détacher un peu de leurs parrains saoudiens et au point même de soutenir, par exemple au Yémen, le fameux groupe indépendantiste dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que ça débouchera pour autant sur des affrontements militaires armés? Non, c'est très peu probable, même très très peu probable. Tout au plus sera-t-il éventuellement des affrontements interposés entre proxys respectifs, par exemple justement entre les groupes yéménites soutenus par l'Arabie Saoudite et les groupes yéménites soutenus par les Émirats arabes unis, mais il n'y aura pas d'affrontement direct entre les deux parce qu'ils ont beaucoup trop à perdre. Et voici. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précision. Je crois que le temps est écoulé. Exactement, le temps est écoulé. Donc, merci à tous pour votre participation. Un très court questionnaire de satisfaction va apparaître sur votre écran. Nous vous demandons de prendre quelques instants pour répondre. C'est important pour nous parce que ça nous permet d'améliorer la qualité des interventions qu'on vous propose. Et pour toutes les questions qui n'ont pas pu être traitées lors de cette session, vous pouvez également les réécrire dans le sondage et vous serez recontacté directement. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre participation. Merci à vous, Béatrix, Alexandre et Michel, pour votre expertise. Vous recevrez sous peu le nouveau rapport thématique 2026 et une version anglaise sera également disponible prochainement. Nous vous souhaitons à tous une très belle journée. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt.